Ok, apparemment je suis en direct. Alors bonjour à vous, chers co-créateurs de bonheur, de bonne humeur et de bonne santé. Je vous partage aujourd'hui un petit live, une vidéo pour vous parler du stress. J'ai fait un petit jeu de mots, déstressez-vous, parce qu'effectivement on n'est pas tous égaux par rapport au stress. Donc aujourd'hui mon propos ça va être de remettre un petit peu ceux qui vont écouter cette vidéo à un pied d'égalité pour savoir vraiment ce que c'est le stress d'un point de vue de la psychologie, d'un point de vue de la santé, d'un point de vue un petit peu plus scientifique. Le stress, c'est vraiment un mot qui est devenu galvaudé parce qu'on en entend parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut savoir qu'à l'origine, ce mot stress, il était utilisé dans l'industrie quand il y avait encore la possibilité d'utiliser des sacs plastiques. Eh bien, on testait la poche plastique, on étirait, on étirait, on étirait. Et le point stress, c'était le point en fait de rupture de la poche plastique. Et ce mot, du coup, a été repris en psychologie de la santé, en médecine, pour désigner un point de rupture chez l'humain face donc à une adaptation. Voilà. Donc ce que je voudrais vous dire aussi par rapport au stress, et surtout, c'est que ça n'est pas seulement lié à des contrariétés. Ça n'est pas, je vais vous dire ce que ça n'est pas. Ça n'est pas, ça ne se déclenche pas et ça n'est pas lié à des contrariétés ou des problèmes uniquement. Ça n'est pas que associer son déclenchement, le stress, à des choses négatives. Je vais faire certainement plusieurs vidéos pour vous expliquer ça en plusieurs parties parce que c'est un phénomène assez complexe. Mais ce que je voudrais vous expliquer déjà ce soir, c'est que le stress est un phénomène d'adaptation. C'est-à-dire que l'adaptation va se déclencher chaque fois qu'il va y avoir de la nouveauté. La nouveauté, elle peut être aussi bien agréable, comme de partir en vacances, que d'avoir à s'adapter à un changement d'horaire qu'on n'a pas choisi. Toute nouveauté, qu'elle soit agréable ou désagréable, va amener de l'adaptation. Donc ça va mobiliser en vous des ressources, comme un muscle voilà, qui va devoir se mettre en place pour que vous puissiez vous adapter. Et c'est tout à fait normal et plutôt bénéfique que ça se passe comme ça, hein. Il faut vraiment comprendre qu'à la base, ce mécanisme de stress est là pour notre survie, est là pour nous permettre de nous adapter, de nous ajuster et d'être vivants et en bonne santé dans notre environnement. Là où ça va être plus embêtant, c'est quand ce stress devient chronique et quand ce stress surtout n'est pas identifié parce qu'on n'a pas bien repéré les déclencheurs et qu'on va par exemple minimiser ou banaliser des ressentis ou des symptômes en les mettant sur le dos d'autre chose. Voilà. Donc retenez premièrement que le stress est un phénomène d'adaptation normal et naturel de l'individu pour survivre, s'adapter à son environnement face au changement. Ça, c'est la première raison qui va déclencher du stress chez l'individu, c'est la nouveauté, le changement. La deuxième chose qui va amener chez un individu cette réponse de stress, d'adaptation, c'est l'imprévisibilité d'un événement. Un événement qui n'est pas prévu, qui n'était pas prévu, que ce soit aussi bien un verre d'eau qui tombe sur la table que le pneu de la voiture qui se dégonfle ou qui a crevé. Peu importe l'ampleur de l'événement auquel il faut s'adapter, à partir du moment où il n'était pas prévisible, il nous demande d'activer à nouveau notre muscle du stress. Et je fais une petite parenthèse du coup qui va vous aider à voir où vous en êtes par rapport au stress, c'est que si vous sentez une impulsion d'agacement, d'énervement, d'être un peu embrouillé dans votre tête ou d'avoir mal à la tête, aussi bien pour une petite chose comme le verre d'eau qui tombe ou quelque chose qui se casse, que pour un événement plus majeur comme celui, je disais, de la crevaison de la voiture, eh bien, votre réaction face à cet événement va vous montrer où vous en êtes dans vos réserves, si vous avez encore une réserve, une marge de manœuvre pour vous ajuster au stress, ou si vous avez déjà entamé ce qu'on appelle la phase de résistance, la deuxième phase de stress. Donc, observez vos réactions quand vous devez vous adapter à la nouveauté. Quand vous avez de l'imprévisibilité, observez vos réactions et ça va vous donner des pistes comme ça de bah tiens, où j'en suis moi alors avec ce stress, avec ce phénomène d'adaptation. Troisième chose qui va déclencher le mécanisme de stress chez un individu, c'est lorsqu'il va avoir l'impression, la perception ou réellement une menace de sa personnalité.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement si on a peur des araignées, qu'on a une araignée à côté, ou qu'on a un serpent ou un animal dangereux, de manière adaptée, on déclenche cette réaction de stress. Et donc j'en profite pour illustrer que le stress va nous permettre d'avoir une grande décharge de ce qu'on appelle de cortisol, d'adrénaline. C'est des carburants qui vont donner une énergie pour soit fuir, prendre la fuite. Hein, si par exemple c'est un serpent, on va plutôt avoir tendance à courir. Donc il nous faut une grosse quantité d'énergie dans les jambes pour courir. Soit, suivant ce qui se passe, on va plutôt rester figé, soit on va on va combattre. Voilà, soit on va fuir, soit on va combattre, soit on va rester figé. Ce sont les trois réactions de stress. Et ce sont les trois réactions de stress qui s'appliquent à toutes les situations d'adaptation. Donc le verre d'eau qui tombe, il est aussi concerné dans les réactions, soit combat, donc c'est-à-dire je vais crier, je vais m'agacer, je vais me fâcher, ou je vais me rouiller sur le sopalin en mode agacement, soit je suis submergée, j'en peux plus, j'ai fait trop de choses aujourd'hui, je quitte la pièce en me disant quelqu'un d'autre s'en occupe, ou soit je reste là et je sais pas comment réagir. Bon, c'est plus rare face à un verre d'eau de réagir comme ça, mais c'est pour vous illustrer mon propos que donc face à un phénomène qui va nous mettre en stress, qui est une réaction d'adaptation pour la survie, eh bien on a trois choix de comportement. On a soit le comportement du combat, donc, par exemple d'argumenter, hein, si c'est une conversation, ça va être d'argumenter, de chercher à avoir raison, de vouloir convaincre, de prendre des rendez-vous avec des spécialistes d'une manière très proactive. Voilà, tout ce qui va être vraiment centré sur l'action, sur la confrontation, le mode combat, est une première modalité de réponse au stress, qui est assez fatigante, assez épuisante, et donc on va souvent pas la tenir très longtemps ou trop longtemps. Et puis, on a donc la modalité plutôt fuite, repli, bouderie, évitement de la situation. Et puis la troisième option, je disais, donc c'est le figement, où on va rester comme assommé par une poêle et incapable de dire quoi que ce soit, d'exprimer ce qu'on ressent et ce qui se passe. C'est un peu, j'appelle ça le mode je sais pas, parce qu'on est en sidération et tout ce qu'on peut dire éventuellement à l'autre, c'est je sais pas. Voilà. Donc observez comment vous réagissez face à la nouveauté, face à l'imprévisibilité, face à un sentiment de menace de personnalité, donc soit menace de personnalité par un danger, ou ça peut être aussi quelque chose de plus, on va dire, psychologique. Si par exemple vous êtes parmi un groupe de personnes avec qui vous n'êtes pas en totale confiance, vous avez peur qu'il y ait un petit peu de, si c'est des enfants, de moquerie, si c'est des adultes, peur d'un jugement ou de ne pas être compris, eh bien ça va induire une peur concernant son identité personnelle, concernant sa valeur personnelle, et donc induire une vigilance qui va mettre la personne en stress. Et donc elle ne va pas pouvoir activer toutes ses ressources à ce moment-là. Le quatrième déclencheur de ce mécanisme de stress, c'est la perte de contrôle, sentiment de perte de contrôle. À chaque fois, tous ces quatre paramètres sont liés à la perception que l'individu va en avoir. La perception n'est pas la même. Le charmeur de serpent, pour lui, c'est ok d'avoir le serpent, il ne va pas être en stress. Par contre, celui qui a la phobie du serpent, ça va déclencher un gros stress. Voilà. Donc la perception va faire qu'effectivement, on ne va pas être égaux face à tous ces déclencheurs de stress. En revanche, le mécanisme, les réactions, une fois que le bouton stress est appuyé, c'est pour tout le monde pareil. C'est soit le mode combat, soit le mode fuite, soit le mode figé. Donc, quand on a cette perte de contrôle sur notre environnement, sur notre corps, sur notre façon de penser, eh bien, ça va être également un activateur, un déclencheur du bouton poussoir de stress. Je vous parle de ces quatre déclencheurs parce que, habituellement, dans la vie de tous les jours, on va avoir à faire face à un, voire deux, voire éventuellement trois de ces déclencheurs en même temps. Et dernièrement, avec le confinement, avec toutes les informations qui sont encore véhiculées aujourd'hui, les mesures, etc., nous avons les quatre en même temps. On a la nouveauté, c'est un contexte sociétal qui est complètement nouveau, inconnu pour chacun d'entre nous, aussi positivement qu'on le prenne en fait. Hein. Il s'agit simplement de constater que c'est nouveau,
qu'on a à s'ajuster tous les jours à des nouvelles informations. Deuxièmement, on a de l'imprévisibilité dans ce contexte. Peu de personnes peuvent affirmer avec certitude ce qui va se passer demain, après-demain, dans un mois, dans 2 mois. On a quand même l'imprévisibilité qui est omniprésente. On a également une menace de personnalité, puisqu'il s'agit quand même d'un contexte sanitaire où on nous parle de notre santé, de la possibilité d'en mourir, ou que des personnes qu'on connaisse puissent mourir de ce virus. Donc, troisième, il est aussi là. Et la perte de contrôle. On a perdu le contrôle sur la manière dont on pouvait circuler habituellement, la manière dont on pouvait se faire des accolades habituellement, se serrer la main, etc. On a une perte de contrôle par rapport à tout ça. Donc je vous parle de ces 4 déclencheurs pour vraiment vous amener à vous éduquer, j'ai envie de dire, vous informer. Je pense notamment aux parents pour que vous observiez vos enfants, surtout si vous avez dû ou choisi de les remettre à l'école, parce qu'ils sont dans un bain, c'est comme si vous les plongiez dans un bain de stress à l'école. Ils ont vraiment des normes à respecter déjà habituellement, mais là qui sont vraiment décuplées, une mise en application qui va dépendre d'une école à l'autre, d'un instituteur à l'autre. Et le stress est quelque chose, on ne le dit pas assez, mais qui contamine un individu à un autre. On parle de la contagion des microbes, mais on devrait aussi parler de la contagion du stress, parce que le stress a un effet vraiment chimique dans notre cerveau, et notre cerveau qui est équipé ici de neurones miroirs va envoyer l'information chimique d'un danger, d'un problème dans le cerveau, par exemple, d'un enfant. Un adulte qui, par exemple, vit du stress parce qu'il s'adapte tout simplement, donc il n'a pas l'impression, lui, il n'y a pas de problème d'ailleurs en soi, hein, mais son cerveau va envoyer cette information chimique à l'enfant, sauf que l'enfant, lui, avant 25 ans, il n'est pas équipé de tous les neurotransmetteurs, de tous les branchements, il n'a pas tout dans son cerveau de connecté, et c'est normal, pour pouvoir digérer cette information en fait. Donc votre enfant, il va manger, il va faire Bob l'éponge, hein, c'est pour ça qu'on dit que les enfants font les éponges, il va absorber le stress qu'il peut y avoir à la maison par rapport à l'adaptation de votre activité, etc. Le stress qu'il y a à l'école, sauf que lui, en fait, il est le moins équipé pour digérer tout ça. Donc ça va par exemple être un enfant qui va avoir du mal à s'endormir, qui va avoir des cauchemars, qui va redevenir somnambule s'il l'était, qui va être un peu plus grognon, plus agressif, plus violent, qui va chercher des consolations dans les écrans, dans la nourriture, qui va se mettre à taper un peu plus son frère, sa sœur, ou à l'école. Quoi qu'il n'a pas le droit, il ne faut pas qu'il fasse ça avec la distance de sécurité. Des enfants qui peuvent avoir des diarrhées, des maux de ventre, des maux de tête. Ça va passer par le physique. Voilà, l'enfant va exprimer de cette manière qu'il vit un stress dans son corps. Et soyez attentifs parce que si vous demandez à votre enfant est-ce que tu veux retourner à l'école, il va vous dire oui, puisque la représentation qu'il a de l'école est celle d'avant le confinement, d'avant les règles qu'il a aujourd'hui. Donc il n'a absolument pas conscience, comme nous, hein, on n'a pas conscience de la réalité de l'environnement école tel qu'il va le vivre aujourd'hui. Donc vraiment, je vous invite à réfléchir, vous en tant que parent, avec votre discernement, est-ce que c'est judicieux pour la santé de mon enfant? Alors pas que de l'aspect virus, mais de l'aspect stress, parce qu'on sait que le stress va diminuer les défenses immunitaires, va abaisser le système immunitaire. Donc on peut vraiment sérieusement se poser la question du retour à l'école des enfants dans ces conditions, sachant qu'ils vont être stressés inévitablement, nous aussi, les parents, et que ce même stress diminue fortement les capacités de se protéger contre un éventuel virus ou une grippe ou n'importe quel microbe d'ailleurs, hein, puisque il peut s'agir d'autre chose. Donc voilà, soyez vraiment, j'ai envie de vous donner comme message aujourd'hui, soyez attentifs à votre propre état de stress. Donc, je vous ai partagé les 4 déclencheurs, je vous ai partagé des petites pistes à observer sur vos réactions. Et soyez vigilants et attentifs aussi à votre enfant qui, après 15 jours peut-être de reprise d'école, peut avoir des somatisations, des petits bobos par-ci par-là. Et il va pas forcément vous dire qu'il veut pas y aller en fait, hein. Il n'a pas conscience d'où ça vient. Une erreur fréquente qui est faite, entre guillemets erreur, c'est avec beaucoup d'intérêt pour l'enfant quand on fait ça, mais on lui demande pourquoi. On veut impliquer les enfants, mais on oublie que parfois c'est à nous de prendre ces décisions-là avec notre discernement. L'enfant va pas avoir assez de connaissances et de compétences pour savoir si c'est bon pour lui de retourner à l'école. Lui, ce qu'il veut quand il dit oui, je veux retourner à l'école, c'est je veux retrouver mes copains, mon rythme d'avant. Et ça ne lui est pas offert actuellement. Voilà, et quand on lui demande pourquoi,
on suppose qu'il a un raisonnement mental adulte capable d'associer un ressenti avec un raisonnement. Sauf que nous-mêmes adultes, on n'est pas toujours capable d'associer un ressenti avec un raisonnement. Parfois, on a un état émotionnel et on ne sait pas le relier à quelque chose de concret. Pour l'enfant, c'est la même chose, et même, je dirais, encore plus, du fait de son immaturité, de son néocortex. Il n'a pas les fonctions mentales qu'on appelle bêta, il n'a pas accès à ces fonctions-là pour nous répondre d'une manière analytique, pour répondre avec des arguments, pour répondre d'une manière mentale et comme nous, adultes, on l'attendrait. Donc demandez-lui plutôt de quoi tu as besoin, demandez-lui comment ça se passe pour toi, comment tu le vis, pour lui amener de la conscience entre ce qu'il peut vivre corporellement, émotionnellement, et ce qui se passe à l'extérieur. Ça, il a vraiment besoin d'être guidé sur ce chemin-là pour apprendre à faire ça, votre enfant, parce que c'est pas inné et qu'il n'a pas toutes les connexions. Voilà, donc mon message du jour, c'est qu'on n'est pas tous égaux par rapport au stress. Face aux déclencheurs de stress, ça va pas être les mêmes boutons qui vont s'activer de la même manière pour tout le monde. En revanche, les réactions physiologiques, ce qui va se passer dans le corps, dans l'usine à gaz du stress, ça c'est pour tout le monde pareil en fait. Ça va être pour tout le monde pareil. Et les déclencheurs sont les mêmes aussi, seulement c'est notre perception qui va changer. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me faire des commentaires, me dire si vous voulez que j'approfondisse un aspect de la question, si vous avez des questions d'ailleurs par rapport à ce que j'ai expliqué là, parce que peut-être que j'ai jargonné un peu trop, peut-être que j'ai pas spécifié assez certaines choses, que vous vouliez avoir d'autres aspects de réponse. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Prenez le temps de me faire un petit commentaire. Si vous avez besoin d'être accompagné personnellement, je vous propose aussi des accompagnements par visioconférence, par Skype, par exemple. Et j'ai aussi développé un programme en ligne de soutien à la parentalité qui vous permet d'avoir directement sur votre mobile ou sur l'ordinateur des contenus autour de l'éducation, autour de comment on peut apaiser un enfant rapidement et facilement avec un outil et avec des outils et comment on le met en place concrètement quand ça nous arrive. Voilà. Donc je suis joignable aussi par le biais de mon site internet, cabinet psycholibre, Sarah Molteni. On peut me retrouver aussi sur LinkedIn, sur Facebook et sur la chaîne YouTube. Voilà, je vous dis merci pour votre écoute et à tout bientôt. Au revoir.